L'Israélien est sauvage. L'Israélien n'est pas très sympathique au premier abord, mais il a un fond extraordinaire. On a eu des gens qui sont venus, on a eu des gens qui nous ont apporté des petits cadeaux, qui nous ont souhaité la bienvenue, qui nous ont dit qu'ils étaient ravis et heureux de nous voir ouvrir de nouveau le magasin. Ça fait chaud au cœur. C'est ce que nous, on a vécu. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Albert et Brigitte Benzaken, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes arrivés en 2015. Pourtant, c'est quelque chose qui est venu de quelqu'un d'autre. Ça n'est pas venu de vous. Comment ça s'est passé exactement ? Après les événements de Toulouse, ma fille qui avait ses enfants à l'école Aleph du Rav Sitruk, un jour elle a craqué. Et elle est revenue en nous disant qu'il y avait une dizaine de militaires qui gardaient ses enfants qui étaient tout petits et qui ne voyaient pas d'avenir. Et elle a décidé, elle a dit, je vais vivre en Israël et par contre, il est hors de question que j'y aille toute seule. Donc, elle nous a dit, vous venez avec nous. Et elle nous a appelés en nous disant, voilà, il faut contacter l'agence juive parce que je m'en vais le 19 mai. Et j'ai dit à ma femme, dis-lui oui, mais vraiment, sans être convaincu du tout qu'on allait partir. Et pourtant. Vous étiez sûr, en fait, qu'elle n'irait pas au bout de son projet. Ah, sûr et certain. Ça avait l'air trop rapide. Et bon, le 19 mai, on était à l'aéroport. Vous étiez tous dans l'avion avec votre fille. Alors vous et Brigitte, vous venez d'une famille très sioniste. Accepter de faire l'Alia a-t-elle été une décision longue à prendre ? On avait notre Parnassa à Paris, à l'époque on était engagés, les enfants ont fait leurs études à Paris. Pas facile de tout bouger, de tout quitter. Oui, c'était pas facile, on hésitait. Mais à vrai dire, les dernières années, l'ambiance n'était plus du tout sympathique. On n'était pas bien, on n'était plus à notre place. On vivait très mal. Les dernières années où on était, depuis les événements de Toulouse, même depuis Ilan Halimi, c'était difficile. Mm-hmm. Et puis bon, on avait toujours... Israël était dans notre cœur depuis toujours. Et ça faisait partie de nos projets, mais pas immédiat. Bah, finalement, vous faites l'Alia il y a 5 ans. Vous avez été heureux de vous retrouver en Israël ? Très heureux, mais je pensais que j'ai deux fils à Paris, un qui est marié avec des enfants, un qui est célibataire, mais j'étais persuadée qu'ils allaient nous suivre l'année d'après. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et surtout, en ce moment, c'est un peu plus difficile parce qu'on peut moins les voir, ils ne peuvent pas venir. Et nous, c'est difficile pour nous d'aller à Paris. Ouais. C'est la seule ombre au tableau ? Si vos enfants étaient près de vous, ce serait le paradis ici ? Chaque jour, je suis amoureuse de ce pays. Chaque jour, je découvre des choses et je suis émerveillée devant ce pays et ce peuple. Je suis amoureuse, l'amour est aveugle peut-être. Je sais qu'il y en a qui ont rencontré des difficultés, mais nous, Baruch Hashem, tout s'est bien passé pour nous. Alors quand même, ce qu'il faut préciser, c'est que vous travaillez, vous avez donc les yeux bien ouverts sur la société israélienne. Vous avez ouvert un magasin de sport spécialisé bien dans les chaussures pour enfants et vous avez forcément vécu la crise du corona de plein fouet. Mais même là-dedans, vous avez trouvé du bon. Écoutez, pour être vraiment, il ne faut pas croire le discours de ma femme et le mien. On n'est pas dans le pays des bisounours. Il ne faut pas croire qu'on nous attendait les bras ouverts et qu'on nous a fait la hora à l'aéroport et qu'on était... c'est compliqué, c'est dur, et encore plus avec le corona actuellement. Mais c'est un pays extraordinaire, vraiment. Quelles ont été les réactions de vos partenaires de travail ? Écoutez, nous, on a eu... je ne sais pas, apparemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais nous, le propriétaire des murs nous a téléphoné au premier Séguer en nous disant que les choses étaient très difficiles et que le loyer du mois, il n'allait pas encaisser le chèque. Et que pour le mois d'après, on allait se voir et en parler. Il y a eu un fournisseur, pour ne pas le citer, Adidas, qui nous a dit que les échéances de ce mois-là et du mois d'après seraient reportées sans qu'il y ait des frais à payer. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça paraît idyllique de raconter ça, mais c'est ce que nous, on a vécu.
Bah ça, c'est génial, mais vous m'avez aussi raconté en préparant l'émission qu'après des périodes de fermeture, il y a eu tellement d'affluence que finalement, vous étiez presque revenu à l'équilibre. Non, 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 pas plus ou moins. On a récupéré le retard. Très sincèrement, on a récupéré le retard à tel point que ma femme priait pour qu'il y ait un deuxième Séguin. Euh, Franchement, On était épuisés parce qu'on travaillait de 9h30 à 19h30 sans interruption. On a eu une affluence énorme, énorme. On et, n'a pas arrêté de travailler. et avec des gens qui nous disaient Mazal Tov parce que vous avez ouvert. Vous voyez, c'est ce côté-là. L'Israélien est sauvage. L'Israélien n'est pas très sympathique au premier abord, mais il a un fond extraordinaire. On a eu des gens qui sont venus, on a eu des gens qui nous ont apporté des petits cadeaux, qui nous ont souhaité la bienvenue, qui nous ont dit qu'ils étaient ravis et heureux de nous voir ouvrir de nouveau le magasin. Voilà, ça fait chaud au cœur. C'est ce que nous, on a vécu. Vos parents vivaient à Bat Yam dans les années 70 et vous, tout naturellement, eh bien, vous avez choisi de vous intégrer dans cette ville. C'est comment Bat Yam aujourd'hui? Bat Yam, c'est une ville que nous, on adore. D'abord parce qu'on venait en vacances ici. Mais vous savez, nous, on fait partie de ces juifs français traditionnalistes. On n'est pas des Haredim. Quand on me pose la question, je suis dati et pas Haredi. Je ne suis pas orthodoxe. Et à 400 mètres de là où on habite, on a 11 synagogues. Et comme je vous disais, on peut se fâcher 10 fois, on aura toujours une 11e qui pourra nous recevoir. Et il y a la plage, il y a la mer. Les prix des appartements sont très abordables par rapport à Tel Aviv. Bat Yam et franchement, je ne vais pas faire office de ministère du Tourisme, mais on est à 40 minutes de Jérusalem, on est à un quart d'heure de Tel Aviv. Il y a bientôt à côté de chez nous, il y aura le métro qui va nous rapprocher encore plus de Tel Aviv. Dire franchement, Bat Yam est une ville assez exceptionnelle pour des gens comme nous. Il y a le bien-être et il y a tout. Alors vous êtes arrivé ici avec beaucoup de joie, beaucoup d'envie, le sionisme chevillé au cœur. Pourtant, vous ne parliez pas l'hébreu. Comment fait-on alors pour se débrouiller ? Alors là, je vais vous dire. On a travaillé dur. Ouais. Et c'est le secret de l'intégration des Juifs de France. Et il n'y en a pas d'autres. On pourra raconter ce qu'on voudra, il n'y en aura pas d'autres. Et on le vit avec les gens qui sont là. Il faut faire l'ulpan et il faut apprendre la langue. Ça veut dire quoi, Brigitte, travailler dur? Mais Parce qu'on a fait sérieusement l'ulpan. On l'a fait 2 fois. Et on l'a fait 2 fois. Et on a vraiment étudié. On restait jusqu'à minuit pour faire nos devoirs. On s'entraidait. On a fait vraiment l'ulpan intensif et sérieusement. On s'est pas dit, bon, c'est vrai qu'à notre âge, on sortait de l'ulpan, on avait tout oublié. Mais on a persévéré, on a continué. Et ce qui était extraordinaire, c'est que nos petits-enfants venaient nous chercher à l'ulpan. Ouais. C'était nos enfants qui venaient nous chercher à la sortie. Mais c'était jusqu'à aujourd'hui, je demande à mes petits-enfants comment on dit ça. Vous y arrivez quand même, vous travaillez en hébreu avec des fournisseurs israéliens, ça a dû vous aider, mais à 60 ans, apprendre une langue étrangère, ça doit pas être évident quand même. c'est très compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Mais c'est possible. Mais vous savez, pour ceux qui ont plus de 60 ans comme nous, je comprends la difficulté. Ce que j'aime pas chez les Français quand ils viennent ici, c'est la comparaison. Ils peuvent pas en vouloir aux Israéliens de ne pas réussir leur intégration. On peut pas demander aux Israéliens d'adopter la culture française. C'est impossible et c'est pas logique. C'est pas le but. On vient pas en Israël pour ça, j'imagine. Mais oui, mais on ne va pas vivre en Italie et on demander aux Italiens d'apprendre le français, comme on ne va pas aux États-Unis en demander aux Américains de parler le français. Ce pays est un pays juif, la langue officielle est l'hébreu, et c'est compliqué, mais je comprends. Je disais, par exemple, mon propre frère a des difficultés énormes. Quand il reçoit sa carte bleue, et que pour avoir le code ASODI, le code de la carte, il faut faire un numéro et taper le 1 ou le 2 et taper. S'il ne comprend pas, c'est compliqué pour lui. Je comprends que c'est compliqué, mais pour celui qui comprend la langue, le pays est tellement connecté dans tout ce qui est Internet, dans tout ce qui est la facilité, l'accès à ce Quand genre on de comprend situation. comment ça marche, les choses sont beaucoup plus faciles qu'en France, en fait.
mais pour celui qui ne comprend pas. Et voilà, regardez, ce qui m'embête le plus parfois avec les Français, c'est que par exemple, des gens qui ont 60, 65 ans ou plus, qui ont des difficultés, je peux comprendre. Mais je vois par exemple à Batiam des gens qui ont 30, 40 ans, qui sont là depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, et qui ne parlent toujours pas la langue. Ça me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre comment ces gens n'arrivent pas à s'intégrer plus dans ce pays, et le secret ne passe que par la langue. Alors, c'est un message qu'on répète à longueur de journée sur Qualita, mais c'est très joli de l'entendre par vous. Alors, je crois que cette semaine aussi, vous avez vécu des moments inoubliables. Alors, je vais vous dire, on s'est fait vacciner il y a bientôt 10 jours. C'était un dimanche soir. Je pensais sincèrement qu'on est allé à des fiançailles ou à un mariage. Mazal Tov, tout le monde nous souhaitait Mazal Tov. On avait l'impression d'avoir gagné un grand concours. Une fois qu'on s'est fait vacciner, la dame qui s'occupait de nous a dit d'attendre un petit quart d'heure. Elle nous a proposé un cappuccino. Vraiment une ambiance extraordinaire. Et à l'infirmière qui nous a fait le vaccin, quand je lui ai dit Kol hakavod pour ce pays, elle m'a chuchoté à l'oreille, elle m'a dit Lo, Kol hakavod les bibis. Et Ça vous a surpris? Vraiment, ça nous a... en plus, quand on regarde les informations en France, un pays que j'adore, j'oublie rien, je renie rien. J'ai vécu des moments passionnants et j'adore jusqu'à aujourd'hui la France, mais quand je vois qu'ils ont 400 vaccinés, alors que nous on dépasse le million, c'est à se demander s'il faut rire ou pleurer. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que vous ne regrettez pas finalement d'avoir suivi votre fille? Rien du tout. Et je veux vous raconter, si vous permettez, une petite anecdote quand on est venu dans ce pays. Ça faisait quelques jours qu'on était là, et ma sœur, qui est là depuis de nombreuses années, on n'avait pas encore de voiture, nous a invités à dîner. Donc on a pris un taxi de Batiam à Tel Aviv, elle est à côté de l'université. Donc sans shekel l'aller, sans shekel le retour. Le lendemain, elle m'a dit, il y a un petit cousin qui vient du Canada, il veut à tout prix vous voir, venez dîner. Ok, sans shekel aller, sans shekel retour. Troisième jour, elle nous dit, il y a mon frère Jackie qui venait d'arriver, il a dit, il y a ton frère qui veut à tout prix venir dîner à la maison. Alors j'ai dit à ma sœur, j'ai dit, écoute, il n'y a pas un autre moyen que le taxi pour venir de Batiam. J'ai dit, parce que ce rythme-là, nos économies vont passer que dans les taxis. Elle m'a dit, écoute, il y a le 185 qui part de Batiam et qui arrive à Ramat Aviv. J'ai dit, ok, on nous a dit où le prendre, on est allé, on a pris le 185, on monte. Et je dis au chauffeur, voilà, j'ai dit, mon hébreu n'est pas très bon, il m'a dit, quel est ton problème? J'ai dit, voilà, je vais chez ma sœur qui habite Rehov Rekanati. Il me dit, écoute, assis-toi derrière moi, et quand on arrive à Rehov Rekanati, je te préviens. Je dis, ok. Ce 185 a fait tout le tour de Tel Aviv, arrive à l'université, je vois tout le monde descend. Et je dis à ma soeur, à ma femme, je dis, je crois qu'il nous a oubliés. Elle m'a dit, demande-lui. Donc je me lève, je lui dis, Slicha, et le pauvre Rekanati, il m'a regardé, il m'a dit, tu m'as pas dit que tu allais manger chez ta sœur? Je lui dis oui. Il m'a dit, alors assis-toi, je vais t'emmener chez ta sœur. Et le chauffeur de bus nous a emmenés chez ma sœur. C'était pas très loin de l'université, mais voilà un des premiers contacts qu'on a eu avec les gens ici. Ouais, extraordinaire. Ouais. Et quand on demande, voilà, nous, ma sœur, elle a l'habitude, quand je lui demandais de l'aide, elle avait l'habitude de gueuler. Voilà, c'est le contact qu'elle a avec les gens, c'est assez franc, c'est direct. Nous, on a eu une autre approche. À chaque fois que j'ai eu besoin de faire une démarche ou d'aller voir quelqu'un, je lui disais, voilà, Ani Ole Khadash, à Ivrit, je dis, je me débrouille pas très bien. Aïe, mes frères, est-ce que tu peux m'aider? Et je vous jure que les portes se sont ouvertes. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit ou qui nous a dit à nous, débrouille-toi, ou à chaque fois qu'on a demandé de l'aide, et c'est ça l'Israélien. Il est dur, mais quand on fait appel à lui pour quelque chose, il est tellement différent, il est tellement bon que c'est quelque chose que nous on n'a pas connu. Moi j'ai vécu 45 ans à Paris. Ce côté-là de la personne qui est bon, je vous dire franchement, il n'y a que dans ce pays que je l'ai trouvé. Et une dernière anecdote, quand on était à Azrieli, on travaillait à Azrieli, il y a eu un jour des coups de feu à Azrieli. Et on a demandé à tout le monde de fermer
le rideau. Donc, on s'est barricadé là où on était, et je voyais tous les gens courir vers la droite. Et moi, dans mon mentalité de quelqu'un qui venait de France, j'étais convaincu que si tout le monde courait à droite, c'est que le danger était à gauche. Et quand je suis sorti pour sortir la tête, c'était exactement le contraire. Les gens, c'est-à-dire les hommes qui couraient vers là où il y avait les coups de feu. Ils couraient à droite pour protéger les gens, pour essayer de voir. Et ça a été pour nous un choc, vraiment un choc. J'ai découvert des gens qui étaient... voilà, j'ai découvert ma famille. Alors en tout cas, bienvenue à tous les deux, bienvenue à la maison. Merci pour ce très beau témoignage et j'espère qu'on vous retrouvera très vite. Et en attendant, bonne chance pour les affaires. Merci encore. Merci, à bientôt, ciao. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.